Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a rejeté l'idée de former un gouvernement de transition à l'expiration en octobre de son mandat, une suggestion formulée par l'opposition qui dit craindre une crise constitutionnelle. Au Nigeria, les djihadistes ont à nouveau frappé. Ils ont attaqué une base militaire dans le nord-est du pays. Le bilan établi fait état de 6 soldats tués et 45 disparus. On en parle dans cette édition. Et puis en Afrique du Sud, plusieurs dizaines de partisans de la gauche radicale se sont rassemblés devant l'ambassade des États-Unis à Pretoria pour manifester contre le racisme. Parmi les manifestants, le bouillant Julius Malema. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a rejeté ce lundi l'idée de former un gouvernement de transition à l'expiration en octobre de son mandat. Il a balayé une suggestion en ce sens formulée par l'opposition qui dit craindre une crise constitutionnelle. Les Éthiopiens devaient se rendre aux urnes en août pour des élections nationales, mais la commission électorale a annoncé fin mars que l'épidémie de coronavirus rendait impossible l'organisation du scrutin à temps. Elle a déclaré qu'au moins 10 mois seraient nécessaires pour les préparer. Il faut dire que les élections ne pourront donc pas se tenir avant la fin du mandat des députés, débouchant sur une situation délicate pour laquelle la Constitution n'offre pas clairement de marche à suivre. En Libye, les forces du gouvernement d'union nationale, après avoir repris le contrôle de tout l'ouest du pays, ont dû ralentir leur avancée sur Sirte. Cette localité située constitue un verrou stratégique en direction de l'est et des plus importantes installations pétrolières du pays, toujours aux mains du maréchal Khalifa Haftar. Fortes de leur victoire dans le conflit en Libye, les forces gouvernementales ont lancé samedi une opération pour reprendre la ville de Sirte, le jour où le chef des troupes rivales Khalifa Haftar s'est dit favorable à un cessez-le-feu à partir de ce lundi. Situé sur la côte, à 450 km à l'est de la capitale Tripoli, Sirte est un verrou stratégique entre l'est et l'ouest du pays pétrolier, plongé dans le chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Samedi, des ordres ont été donnés aux forces pour qu'elles commencent à avancer et attaquer toutes les positions des rebelles dans la région de Sirte, a déclaré Mohamed Nounou, porte-parole des pro-gouvernements d'union nationale. L'armée de l'air a mené 5 frappes dans les périphéries de Sirte, ciblant des véhicules armés et des mercenaires, a-t-il ajouté dans un communiqué sur Facebook. Les pro-Haftar avaient pris en janvier Sirte, contrôlée depuis 2016 par les forces pro-gouvernement d'union nationale, notamment celles issues de la ville de Misrata qui avaient réussi à en chasser le groupe djihadiste État islamique après plusieurs mois de combats sanglants. Ils y étaient entrés quasiment sans combat après avoir sécurisé notamment l'allégeance d'un groupe salafiste local. Sirte est la ville natale de Kadhafi, renversé et tué lors d'une rébellion en 2011. Depuis 4 mois, nous exhortons les doyens et notables de Sirte de faire valoir la raison et d'épargner à la ville les horreurs de la guerre, a dit Nounou. Aujourd'hui, nous leur lançons un dernier appel avant de prendre d'assaut la ville, a-t-il averti, soulignant la détermination du gouvernement d'union nationale à y imposer son autorité. Restons en Libye, plus précisément à Tripoli, où les Libyens ont célébré dimanche la fin des combats dans la capitale. Le gouvernement d'union nationale envisage d'autres actions d'envergure, alors que s'ouvre bientôt la reprise des pourparlers interlibyens à Genève. Voici les détails. Des habitants de la capitale libyenne Tripoli organisent des célébrations après la reprise de contrôle par les forces du gouvernement d'union de l'ensemble de l'ouest du pays, infligeant ainsi une défaite cinglante aux troupes rivales du maréchal Khalifa Haftar, chassés de leur dernier fief dans cette région. Ils célèbrent les victoires à Tripoli. Les enfants sont ici et il y a beaucoup de monde. Malgré tout, nous avons persisté et remporté la victoire et nous continuerons à le faire. Nous allons nettoyer la Libye de tous ceux qui s'opposent à un état civil que nous devons laisser aux générations futures et ne pas commettre la même erreur.
Lorsque quelqu'un perd, il essaie de s'absoudre. Donc, il ne sera pas tenu responsable. Lors des réunions de Berlin et de Moscou, et quand il y a eu une initiative de cesser le feu, pourquoi Khalifa Haftar n'a-t-il pas signé? Il signe après avoir perdu la guerre. Il n'a pas perdu une bataille, mais la guerre. Il veut gouverner la Libye de toutes les manières possibles et devenir un deuxième Muammar Kadhafi. Khalifa Haftar fait maintenant une initiative et veut tenir des discussions alors que c'est fini et qu'il n'a plus de pouvoir. La Libye restera et la grande victoire sera obtenue dans toute la Libye, dans la volonté de Dieu. Plus de 16 000 Libyens ont été déplacés lors des derniers combats qui ont vu les forces du gouvernement d'union reprendre le contrôle de tout l'ouest du pays aux dépens des forces du maréchal Haftar. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche la mission des Nations Unies. Au Nigeria, les djihadistes ont à nouveau frappé. Ils ont attaqué une base militaire dans le nord-est du pays. Le bilan établi fait état de 6 soldats tués et 45 disparus. Des précisions à travers cet élément. Les affrontements ont duré 2 heures jusqu'à ce que les militaires nigérians submergés soient contraints de battre en retraite, a affirmé une source militaire confirmant le bilan. L'armée recherche par ailleurs 45 soldats qui n'ont pu être localisés mais dont elle estime qu'ils sont parvenus à s'échapper. Les assaillants ont pillé des armes et incendié des bâtiments à l'intérieur de la base avant d'être repoussés par un soutien aérien. La zone a été visée récemment par des séries d'attaques contre l'armée et des enlèvements de conducteurs à des faux barrages de forces de sécurité. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, qui a fait scission de Boko Haram pour s'allier à l'État islamique, multiplie les attaques contre les forces armées et a tué des dizaines, voire des centaines de soldats nigériens. Mais elle est accusée de s'en prendre également de plus en plus aux civils. En février, au moins 30 passagers et chauffeurs routiers contraints de s'arrêter pour la nuit à l'entrée d'Ono en raison d'un couvre-feu imposé par l'armée avaient été tués au cours d'une attaque imputée aux djihadistes. Plus de 36 000 personnes ont été tuées et environ 2 millions ont été déplacés en une décennie de conflit dans le nord-est du Nigeria. Les manifestations consécutives à la mort de l'Afro-Américain George Floyd se poursuivent un peu partout dans le monde. Ce lundi, en Afrique du Sud, plusieurs dizaines de partisans de la gauche radicale se sont rassemblés devant l'ambassade des États-Unis à Pretoria. Parmi les manifestants, le bouillant Julius Malema, président du Parti des combattants de la liberté économique. Reportage. Devant l'ambassade des États-Unis à Pretoria, plus d'une centaine de partisans du Parti des combattants de la liberté économique ont protesté contre le racisme, les violences policières et le président Donald Trump. À bas le racisme, à bas l'impérialisme, à bas Donald Trump ont crié devant l'ambassade des manifestants amenée par le commandant en chef du parti, Julius Malema. Ce rassemblement était le plus important organisé en Afrique du Sud, en miroir du mouvement planétaire de protestation né après la mort de George Floyd, ce noir américain mort étouffé sous le genou d'un policier blanc lors d'une interpellation. Les partisans de Malema ont rendu hommage à la victime en observant un genou à terre, 8 minutes 46 secondes de silence, le temps de l'immobilisation qui a abouti à sa mort. Il y en a assez de la brutalité policière sur nos corps noirs, a lancé Malema à la foule, flanqué de l'épouse d'un homme récemment tué par l'armée sud-africaine chargée de faire respecter le confinement contre le Covid-19. Le dirigeant politique a également étrillé Donald Trump, qualifié de suprémaciste blanc, et le président sud-africain Cyril Ramaphosa, accusé d'avoir allégé le confinement contre le coronavirus pour satisfaire l'économie blanche du pays. Il ne faut pas écouter le président, a-t-il lancé. Le parti des combattants à la rhétorique anticapitaliste et volontiers anti-blanc a rassemblé 11% des voix lors des élections générales de 2019, en nette hausse par rapport au scrutin précédent. Un quart de siècle après la chute de l'apartheid, l'Afrique du Sud reste déchirée par de vives inégalités raciales.
Et pendant ce temps, au Ghana, après la mort de George Floyd, l'Economic Fighters League, un mouvement traumatiste radical à Accra, a organisé une veillée en solidarité avec les manifestants américains. La veillée s'est ensuite transformée en manifestation après l'arrestation par la police d'Ernesto Yeboah, leader du mouvement. Voici quelques réactions. I can't breathe! 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 The law says that if you are going to organize such an event, you need to... La loi stipule que si vous organisez un tel événement, vous devez en informer la police dans les 5 jours. C'est ce que nous avons fait. Et puis, la police est venue nous dire qu'elle n'était pas au courant et que ses supérieurs hiérarchiques lui avaient demandé de nous arrêter. Ils ont donc arrêté notre chef, Ernesto Yeboah. Et nous sommes tous venus ici. S'ils veulent l'arrêter, ils doivent aussi nous arrêter tous. Parce que nous n'irons nulle part tant qu'il ne sera pas libéré. Keep all of us, because we are not going anywhere until he's released. This justice is not just for George Floyd, but... Cette justice n'est pas seulement pour George Floyd, mais aussi pour les filles Tadi, pour Armo, pour tous les gens que la police a brutalisés dans ce pays. Ailleurs en Afrique, ailleurs dans le monde, partout où vous allez. La justice quelque part, la justice partout. C'est pour cela que nous pleurons. Toujours dans le même registre, les autorités de Minneapolis aux États-Unis ont annoncé une mesure choc 2 semaines après la mort de l'Afro-Américain lors de son interpellation par un policier blanc. La police de cette ville sera démantelée. Le policier coupable, quant à lui, a comparu ce lundi pour la première fois devant la justice. La police de Minneapolis dans le Minnesota va disparaître dans sa forme actuelle. Ainsi en a décidé ce dimanche son conseil municipal. Nous nous sommes engagés à démanteler les services de police tels que nous les connaissons dans la ville de Minneapolis et à reconstruire avec notre population un nouveau modèle de sécurité publique qui assure vraiment la sûreté de notre population, a déclaré Lisa Bender, présidente du conseil municipal sur CNN. Elle a précisé avoir l'intention de transférer les fonds alloués au budget de la police vers des projets s'appuyant sur la population. Le conseil municipal compte également examiner la façon de remplacer la police actuelle, a-t-elle ajouté. Mais le maire de la ville, Jacob Frey, avait fait savoir avant le vote du conseil qu'il n'était pas favorable à ce démantèlement, disant à l'AFP qu'il préférait une réforme structurelle d'ampleur pour la refonte de ce système structurellement raciste. Par conséquent, la promesse du conseil municipal pourrait prendre du temps à se concrétiser. Les démocrates ont appelé ce dimanche à une transformation profonde de la police, accusée de discrimination, d'injustice et de brutalité à l'encontre des Américains noirs. Plusieurs élus démocrates veulent s'attaquer à ce qu'ils estiment être le fruit d'un racisme qui gangrène l'histoire des États-Unis depuis l'esclavage, en présentant ce lundi devant le Congrès une loi pour réformer la police dans l'ensemble des États-Unis. Certaines mesures ont déjà été imposées à un échelon local depuis le début de ce mouvement de contestation. La mort de George Floyd n'est que la dernière d'une longue série ces dernières années de décès d'hommes noirs, pour la plupart non armés, lors d'interactions avec des policiers blancs. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.